Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, on parle souvent de stratégie, de performance, de résultats, mais plus rarement de ce qui en profondeur conditionne leur réussite, la culture d'entreprise. Valeurs affichées, habitudes de travail, mode de décision, rapport à l'autorité, au collectif, au changement. La culture, ce n'est pas seulement quelque chose dont on parle, c'est un ensemble de pratiques qui sont vécues, souvent implicites, qui orientent les comportements bien plus sûrement que les discours. Dans le cas de l'entreprise, nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité qui est auteur, Soufiane Araji, qui est aussi expert en excellence organisationnelle. Ce matin, nous parlons de la transformation de la culture d'entreprise. Et effectivement, comme d'habitude, nous essayons de commencer par définir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de culture d'entreprise et d'essayer de modifier cette culture d'entreprise à des fins qui peuvent être très diverses, Soufiane Araji. Bonjour, c'est Badr, bonjour chers auditeurs. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Alors, on se souhaite toujours la bonne année, puisqu'on est toujours au mois de janvier. Mais ce matin, c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que on parle beaucoup de culture d'entreprise et de la tentative, entre guillemets, de travailler dessus. Mais dans les entreprises, il y a le risque toujours de rester dans le discours. Exactement. Tout d'abord, quand on parle de culture d'entreprise particulièrement, si vous demandez à 50 personnes, vous aurez 50 définitions différentes. Et même, on peut avoir un débat animé pendant des heures sans nécessairement arriver à une conclusion unique. Donc, comme c'est un sujet assez, je dirais, boueux, avant qu'on démarre et qu'on aille dans des considérations théoriques, etc., je voudrais en fait impliquer nos auditeurs. D'accord? Chers auditeurs, je voudrais vous demander à vous d'abord de prendre 5 secondes, il va y avoir 5 secondes de silence sur le plateau, pour donner votre définition de la culture d'entreprise. 3, 2, 1, go. 5 secondes, c'est long à la radio. Hein. Il y a des personnes qui risquent de zapper en pensant qu'il y a un problème à la radio. Donc, la définition de la culture, elle est difficile à mettre en place, à mettre en mots. Et avec cela, j'ai trouvé une façon simple, pragmatique, pour l'adresser. Une qui va nous mettre tous d'accord et qui va nous permettre d'avoir cette discussion lors de cette émission sur une base où on est d'accord. Donc la définition simple ou simplissime de la culture d'entreprise, c'est la personnalité de cette entreprise. Donc pour un moment, pensez à un individu, d'accord? Quand vous le voyez, chacun d'entre nous a sa personnalité propre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est facile de la définir? Non. Et pourtant, nous qui l'observons de l'extérieur... Parfois, on continue toujours de la découvrir. La sienne, n'est-ce pas? C'est même le plus difficile. Et c'est pareil en entreprise. C'est pour ça que ça rend la tâche ardue pour les dirigeants d'entreprise, justement, d'influer sur la culture de l'entreprise. C'est qu'il est extrêmement difficile d'abord de la définir, ensuite de la diagnostiquer, et ensuite d'arriver à mettre un plan pour la changer en une culture qui est plus propre donc qui est en ligne avec nos stratégies, qui est plus propice à la performance des entreprises. Donc, si on revient le parallèle, et je veux vraiment qu'on passe 2 petites minutes sur ce parallèle de la culture étant la personnalité de l'entreprise, parce que vraiment, ça va nous simplifier toute la discussion par la suite. Imaginez, c'est peut-être que, à côté de chez vous, il y ait deux magasins qui vendent exactement la même chose. Le même prix, les mêmes produits, je ne sais pas, disons des marchands de fruits et légumes. D'accord? Il y en a 2, pas très loin à distance égale. Ils sont côte à côte, donc ils sont obligés de pratiquer les mêmes prix. Ils ont les mêmes fournisseurs qui font sa tournée. Et pourtant, si Badr, tu vas préférer aller chez l'un plutôt que chez l'autre.
qu'est-ce qui va déterminer pour toi ce choix-là? Quand c'est un un commerçant, pour moi, c'est l'humeur, disons, l'achalandage, mais c'est surtout le feeling qu'on ressent quand on entre quelque part. Des fois, on se sent bien, on a des sourires, c'est agréable. Donc ça, c'est extrêmement important. Bon, lorsque c'est Excellentissime. un supermarché, c'est un peu plus impersonnel. Lorsque ce sont des commerçants, Et quand il vous y a passez à cette la caisse, bah oui, il y a cette relation un peu qui s'établit naturellement. voilà. Et donc effectivement, de la même façon, quand vous avez donc là on a donc ce marchand, il y a un vendeur, une personne, et pourtant, vous l'avez dit vous-même, c'est un feeling. Oui, Maintenant, c'est pas tu sais quand la culture, quand la personnalité, elle est bonne, elle est propice à attirer des clients, à la performance de cet étal, mais pourtant, tu as des difficultés à mettre des mots sur ce qui t'attire, mais tu le sais. Donc, comme un gouverneur de l'Ohio avait dit il y a des décennies, je vais appliquer ça à la culture. Ben, la culture, je ne saurais pas la définir, mais quand je la vois, je sais ce que c'est. D'accord? Donc, en fait, quand on revient en entreprise, ben, la culture de l'entreprise, encore une fois, c'est la personnalité de cette entreprise. C'est ce qui fait que déjà en interne, les employés se sentent bien ou pas. Est-ce qu'ils sont motivés pour être performants ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de rester? Est-ce qu'ils ont un sens d'appartenance? Et vu de l'extérieur, et c'est là où c'est encore plus important, l'impact que ça a sur le marché, sur les clients, sur la réputation de l'entreprise. Donc la culture de l'entreprise, encore une fois, sa personnalité, c'est ça qui va déterminer sa performance à moyen et à long terme. Bien sûr, l'entreprise doit d'abord avoir une stratégie business qui tient la route. D'accord. Si on a les mauvais produits au mauvais prix pour le mauvais marché, même si on est les plus souriants au monde, les c'est plus plus affables, difficile. ça ne marchera pas. Donc d'abord, l'entreprise. Donc je pars du principe que l'entreprise a bien fait son travail de définir ou de redéfinir sa stratégie business qui est gagnante. D'accord. Mais une fois que c'est fait, la culture va déterminer si ce business plan, si cette stratégie va réussir à moyen et long terme. Oui, D'accord. Donc, quelque part, maintenant je reviens. Donc, maintenant qu'on a fait le parallèle avec la personnalité et puis l'impact, et j'espère que ça permet à tout le monde d'être d'accord, la, la culture, si on veut donner maintenant une définition plus pédante, c'est l'ensemble des mentalités et des comportements au sein de l'entreprise qui agissent comme des freins ou comme des accélérateurs à l'atteinte de ces résultats. D'accord. Donc, c'est sa personnalité, c'est son empreinte, sa spécificité, ce qui la rend unique. D'accord. Maintenant, revenons à ce fameux marchand de fruits et légumes. D'accord. En tant que client, quand tu rentres chez disons le marchand où il y a un bon feeling, comme tu as dit tout à l'heure, ce que tu vas observer, c'est des comportements, d'accord. Et ce qui va déterminer donc ces comportements, la personne va être, comme tu as dit tout à l'heure, souriante, affable, elle va peut-être, elle va se souvenir de toi, tu vas sentir que il te voit comme personne, il se souvient de ton historique, il va te recommander des choses bien. Peut-être s'il a des produits qui sont oui. proches périmés, Alors, il ne va pas te les donner. Et donc, oui, quelque part, oui, ces comportements vont découler aussi d'un ensemble de valeurs que ce marchand a. D'accord. Est-ce qu'il a le sens justement du service client? Est-ce qu'il veut gagner un peu, plusieurs fois, ou beaucoup tout de suite? D'accord. Donc, il y a un ensemble de valeurs que ce marchand-là va avoir et dont vont découler des comportements que toi, tu vas avoir au quotidien. Maintenant, même ces valeurs-là, les valeurs, ce sont des choses que nous pouvons nommer. D'accord. Le fait de l'éthique, d'accord, l'éthique, le service client, etc., l'agilité, l'innovativité, etc. Maintenant, ces valeurs vont découler de croyances plus profondes, plus ancrées chez ce marchand qui vont faire que ces valeurs-là, il va les vivre au quotidien. Donc, si par exemple, lui, dans son enfance, la façon dont il a été élevé, d'accord, c'est, je ne sais pas, faire 3 et le Ardat al-Walidin
et Allahumma nakulha halal, des choses, des histoires qu'il a reçues et qui vont construire et cristalliser ses croyances profondes. D'accord? Cela va faire que les valeurs qu'il épouse, en fait, il va s'y tenir parce qu'il y a un socle profond. Oui. Et de ces valeurs-là, il va y avoir des comportements qui vont à toi te donner ce fameux feeling. Oui. Donc maintenant, revenons de l'entreprise. Vas-y, Sibada, vas-y. Non. C'était s'il fallait peut-être rajouter une précision, bon, dans le choix qu'on fait tous les jours, lorsqu'on fait ses achats. Alors, il y a un sentiment. Alors, c'est un feeling, je le disais, mais c'est en même temps, on sent une personne quand elle est engagée dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, entre guillemets, en étant absente. C'est-à-dire, elle n'est pas là par hasard, Très ou bien. elle n'est pas là que pour un but alimentaire. Il y a une relation, il y a de l'échange, il y a du plaisir, entre guillemets, à être là où on est. Et Excellent. là, quand on ressent cela, bon, on se dit, c'est la bonne personne avec laquelle... Bon, je peux faire un échange, parce que le commerce, c'est essentiellement de l'échange, et l'entreprise propose des services, ou des produits, ou des biens. Excellent. En fait, il n'y a pas de valeur universelle qui soit les mêmes, qui devraient être les mêmes pour toutes les entreprises. Donc, les valeurs vont être liées à la nature de cette entreprise, à son industrie, à sa raison d'être, etc. D'accord? Donc là, justement, est-ce qu'une entreprise, est-ce que c'est du B2B, est-ce que c'est du B2C, etc. Et donc, dans chacune, il va y avoir des valeurs qui vont être plus Le propices profil à la réussite du de cette commercial entreprise. est sensiblement différent de celui de l'ingénieur, de Ou de l'informaticien. l'analyste, Oui, exactement, absolument. exactement. Donc là, pour revenir, donc maintenant qu'on a fait encore une fois le parallèle de cette personne qui va faire la réussite de son étal, si on revient en entreprise, toujours avec le même parallèle de personnalité, eh bien pour l'entreprise, pareil, il y a 3 niveaux qui vont définir et cristalliser la culture d'une entreprise. Tout d'abord, il y a ce qu'on dit. D'accord, donc les valeurs affichées. Est-ce que donc on va y retrouver les stratégies, on va y retrouver les récompenses, on va y retrouver les critères de promotion, on va y retrouver, comme tout à l'heure, les valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Oui. Après, il y a ce qu'on voit, donc ce qu'on appelle les artefacts de l'entreprise. Et là, c'est les procédures. Par exemple, si dans les valeurs, on vous dit que la confiance est une valeur fondamentale de l'entreprise, on fait confiance à nos employés, et que sur les procédures, quand vous voulez dépenser 100 dirhams, il vous faille 4 signatures. Oui. Très On bien. dit la confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, quelquefois. Excellent. Mais 4 niveaux Oui. passent à un message différent. Et donc la culture va découler de ce qu'on dit, mais également de ce qu'on voit. Oui, mais Des fois, c'est surtout de ce qu'on l'aménagement. voit, de ce qu'on observe. Parce que bon, les discours, c'est bien beau. Exact. Donc ce sont 3 niveaux et chacun est plus impactant et chacun est plus profond. Donc il y a des théoriciens qui ont donné une image d'iceberg à la culture. Encore une fois, il y a la partie visible. Toi, quand tu es en contact avec l'entreprise, qu'est-ce que tu vois de l'extérieur? Mais derrière, comment est-ce que c'est vécu au quotidien? Par exemple, quand les valeurs de l'entreprise disent, encore une fois, nous sommes une famille, et que la cantine des techniciens est différente de celle des managers. D'accord? Donc, C'était un exemple d'auditeur. C'était littéralement un exemple. c'est des exemples qui Oui. viennent de la réalité. Oui. Je ne les invente pas. Et donc parfois, les dirigeants d'entreprise font attention à ce qu'ils placardent sur les murs, qui est très important. Encore une fois, ça fait partie. C'est un niveau important de lecture et d'influence de la culture. Mais il faut absolument agir sur les 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est ce qui est déclaré, ce qui est dit. Le deuxième, c'est ce qu'on voit. Et le troisième, c'est ce qu'on croit. D'accord? Donc ça, c'est des postulats fondamentaux, des croyances profondes, comme l'échec est puni. Oui. Mais cet échec est puni, il ne vient pas
personne ne va mettre sur ses valeurs, ne va accrocher sur ses murs, nous punissons l'échec. Personne. Deuxième, personne ne va mettre sur ses procédures, l'échec est puni. Au contraire, ils vont mettre, nous encourageons la créativité, la prise d'initiative, le leadership. Donc tout ça, c'est ce qui va. Et même les procédures, les critères de promotion vont dire, voilà, on va promouvoir les personnes qui ont fait preuve de créativité, qui ont su pousser les murs, etc. Mais dans la réalité, quand le directeur marketing, on l'a vu se faire renvoyer après l'échec du dernier lancement, eh ben ça passe oui. un message fort et ça reste. Mais bien entendu, les salariés observent aussi des moments entre guillemets fondateurs ou des moments importants. Par exemple, lorsque un collègue démissionne, lorsque un collègue a un événement important dans Oui, sa vie, il y a comment il est mais traité, bien exactement. entendu, donc ce sont des éléments qui sont extrêmement commentés, qui sont extrêmement significatifs et chargés de symboles. On va continuer la Ben, on discussion y est. après la courte respiration musicale et bien entendu nous restons ouverts. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons notre émission avec Sofiane Alagi. Alors on a parlé de ce que c'est que cette fameuse culture d'entreprise, mais souvent, j'ai beaucoup aimé la métaphore, c'est la personnalité entre guillemets de l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est la personnalité des personnes avec lesquelles on est amené à travailler tous les jours, et la question qui se pose, il n'est pas si simple de changer certains traits de sa personnalité. Alors souvent on entend qu'il s'agit pour l'entreprise de revoir, de repenser à certains aspects, certains process, certains mode de coexistence dans l'entreprise, mais on a un regard extérieur. On était au point du diagnostic. Oui. Souvent, l'entreprise, quelquefois, a besoin d'un regard extérieur. Qu'est-ce qu'on établit dans le diagnostic avant d'aborder la question un peu plus épineuse, de savoir comment ces éléments-là, on peut agir dessus, Oui. Sophie Nalagi? Donc, comme je disais au début de l'émission, l'identification, la définition de la culture, le diagnostic de la culture réelle, pas uniquement la culture voulue ou déclarée, est extrêmement ardu, notamment de l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on voit effectivement de plus en plus d'entreprises faire appel à des cabinets externes, justement experts en excellence organisationnelle, pour les aider à faire ce diagnostic et à les aider à apporter ce changement. Pourquoi? En fait, parce que il y a un autre aspect insidieux de la culture, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on a mentionné que la culture était ce que l'on disait, nos valeurs affichées, ce qu'on voyait, d'accord, l'organisation interne, les bureaux, les procédures, etc., et les croyances et les événements marquants ou traumatisants que l'entreprise a vécu ou que les employés auxquels les employés ont assisté. Mais en fait, maintenant, cette culture va refléter trois éléments. Un élément qui est extrêmement important, c'est l'influence du leader, ses comportements et son exemplarité. D'accord? Donc, on parle souvent de l'ombre du Oui. dirigeant. Oui, mais c'est vrai aussi dans la structure familiale. Les discours sont bien beaux, mais c'est souvent par l'exemple Exactement. que, disons, une partie importante, même l'essentiel de la transmission, s'établit. Et l'exemple dans les interactions du quotidien, l'exemple des chefs de cette organisation, donc soit entreprise, famille, etc., et notamment au moment de stress. La plupart d'entre nous, notre vraie personnalité, justement, elle est visible dans les moments de stress. Donc, quand tu as un leader qui se veut bienveillant, d'accord, en cas de crise, c'est là où on va observer le vrai ADN de l'entreprise, le vrai Oui, ADN de la culture. Est-ce que quand il y a crise, on coupe les têtes, ou bien quand il y a crise, on dit, écoutez, le plus important maintenant, c'est de trouver une solution ensemble. On fera notre post-mortem après, et puis on en apprendra ensemble. D'accord? Ou alors, est-ce qu'on va justement trouver tout de suite le bouc émissaire ou le responsable, etc. etc. Donc, donc, ce que je disais tout à l'heure, la culture, elle est influencée par trois éléments. Donc, le premier, c'est cette fameuse ombre du dirigeant. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas forcément conscience de la vraie personnalité que nous projetons. Et de la même façon, un directeur général, un PDG, un directeur de service, n'importe quel responsable, la plupart du temps, n'est pas conscient de la vraie personnalité qu'il ou elle
renvoie. D'accord? Donc c'est extrêmement ardu. Oui, C'est pas. mais ça, Et, c'est un trait ou un caractère qu'on observe partout. C'est-à-dire que des fois, on a, disons, une vision de soi-même, bon, qui est entre guillemets positive, comme on voudrait positive. la voir. Oui, bon, il y a, il y a une partie de nous qu'on projette, mais qui cherche quelquefois la reconnaissance et qui veut être bien perçu. Et donc, quelque part, on croit à ce discours ou à l'image qu'on voudrait Voilà. renvoyer, telle Et qu'on. c'est humain. Donc, Oui. ce que je dis, ce n'est pas, c'est pas une critique, Hum, c'est pas une critique dévalorisante. C'est humain. Et donc, à partir du moment où le directeur de cette entreprise, le chef de cette entreprise, le directeur de ce service, etc., a ou projette une personnalité dont nécessairement il ou elle n'est pas complètement consciente, et pour peu qu'il n'y ait pas nécessairement l'ouverture ou la confiance pour que ses subordonnés lui fasse un retour par rapport à cela, qui ne se sentent pas suffisamment en confiance pour le oui. dire, c'est la fin. Je disais tout à l'heure, Sébastien, que le changement de la culture, la plupart du temps, nécessite ce regard extérieur et nécessite ce partenariat avec des experts externes de l'entreprise qui vont des fois aider, Oui. d'accord, justement, le chef de Mais la l'entreprise. difficulté, Sofiane Nalagi, c'est que on se pose ces questions lorsque, disons, on est dans un moment, bon, de remise en question. Et la remise en question dans l'entreprise, c'est lorsque les résultats étaient là et on observe qu'on n'a pas pu s'adapter suffisamment, qu'on aurait pu mieux faire, et ainsi de suite. Donc c'est Excellent. souvent une situation difficile qui provoque, entre guillemets, la nécessité de porter un nouveau regard Oui. ou Et de changer certains éléments. oui, Oui. il y a plusieurs. Ce qu'on voit là sur le terrain, dans la réalité, c'est qu'il y a plusieurs moments, des moments importants pour l'entreprise où elle va se remettre en question et où justement le comité de direction va se dire, oh là là, il est peut-être temps qu'on essaie d'agir sur de la culture, d'accord, de l'entreprise. Et ces moments-là qu'on observe peuvent être, peuvent être des situations où on a mis en place une stratégie gagnante, stratégie business gagnante, mais qui se heurte à des problèmes d'exécution. D'accord? Et on va se rendre compte que l'entreprise, les employés ne vivent pas au quotidien une culture client. Vous parliez de supermarché tout à l'heure. Quand vous allez au supermarché, la direction dit on est au service de nos employés, venez, on vous attend avec les bras ouverts. Mais quand tu passes à la caisse, la personne elle ne sourit pas, elle ne te regarde pas dans les Ah yeux. oui, Et donc, ça, c'est un premier cas, c'est où l'entreprise a une stratégie business, mais qui se heurte à l'exécution au quotidien. Ça, c'est une première situation. Deuxième situation, donc ce n'est pas nécessairement toutes des situations négatives. Donc la deuxième situation, qui n'est pas nécessairement négative, c'est des situations de croissance rapide. Ça veut dire que la culture d'entreprise qui nous a porté jusque-là, qui a porté l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, n'est plus suffisante. suffisante. Elle peut même être contre-productive quand on va croître rapidement. Imaginez, avant on était sur un seul site, maintenant on va ouvrir plusieurs sites. Il va y avoir de la gestion distante. Peut-être qu'on va ouvrir une filiale à l'étranger, dans une autre ville. Donc une croissance rapide, on va passer d'un millier de clients à 100 000 clients d'un seul coup. Ou alors via des croissances via acquisition, fusion-acquisition. Ah Et oui, là, on va avoir deux ça c'est le plus entreprises. difficile, parce que C'est il y a un des autre départs. cas. Mais bien entendu, parce que quand on a pu connaître des personnes qui ont eu à vivre ce type de situation, c'est des moments difficiles. Alors on se sent en danger, on se dit, il y a des doublons, il y a possibilité oui, peut-être de revoir. On avait des responsabilités qui, le cas échéant, lorsqu'il y a effectivement cette situation nouvelle, peuvent être remises en question. Ça, c'est la partie factuelle, Oui. qui est vraie, que je ne remets pas en question. Oui, Mm. donc s'il y a des doublons, oui, ça propose un Oui, risque. donc il y a une Maintenant, inquiétude de XXL dans ce type mais il y de a un situation. il y a un deuxième facteur. Si une des deux entreprises avant pardon, valoriser l'expérience qui était acquise via les années, alors que l'autre entreprise avec laquelle ils fusionnent pardon, ne valorise que la compétence pure. Ça veut dire que quelqu'un qui a passé 20 ans en entreprise, en fait, il peut se retrouver Oui. en dessous ou moins valorisé que quelqu'un qui arrive, qui a quelques mois, mais qui vient avec un diplôme avancé. Donc, on peut avoir des cultures d'entreprise. Donc, Qui sont même si différents. le poste, voilà, même si le poste n'est pas redondant, cette personne qui avant
donc était valorisé par rapport à la culture d'entreprise A, va très mal vivre cette fusion, d'accord, et donc ça, c'est un autre cas, donc les cas de croissance rapide, soit de intrinsèque ou via fusion-acquisition. Nous avons également les, pardon, la volonté du dirigeant d'insuffler un nouvel état d'esprit quand justement il y a l'arrivée d'un nouveau directeur général. Donc un passage de témoin, ben, en fait le nouveau responsable va aussi se dire, attends, Oui, cette boutique, moi j'ai envie qu'elle tourne différemment, j'ai envie que les oui, gens se comportent mais différemment. même quand il y a, par exemple, la transmission d'une entreprise à une nouvelle génération, bah, même de manière générale, quand il y a un nouveau dirigeant, bah, les humains sont ainsi faits qu'ils veulent laisser leur marque, leur empreinte, leur façon à eux Exactement, de exact. travailler. Donc, Ou alors, par exemple, oui, que tu parles de y transmission compris. générationnelle, c'est Oui, super. Des fois, nous avons au Maroc, on voit le cas de plusieurs sociétés, de grands groupes de la place, qui ont été fondés, forgés, grandis par le Hajj. Et quand le Hajj, Allah yarhamou, passe le témoin à ses enfants qui ont eu des diplômes, des PhD, qui ont eu des diplômes, d'accord, je sais pas, oui, d'Oxford ou autres, et qui rentrent et qui ont vu une gestion plus européenne ou plus américaine, etc., ben, en fait, il va y avoir non seulement la volonté de laisser sa marque, mais aussi une philosophie différente de l'organisation, oui, etc. Et donc ça, ce sont certains cas. Donc, et bien sûr, le cas le plus évident, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, le cas où il y a une grande différence entre les résultats voulus et les résultats oui. réels de l'entreprise. Bon, et puis il y a quelque chose aussi de naturel. Euh, Quand on observe, disons, le cycle de la vie, il y a une croissance, il y a aussi parfois la décrépitude, c'est l'âge. Et une entreprise qui a été créée il y a un certain nombre d'années, parfois il y a une forme d'inertie ou de laisser aller qui peut arriver parce que, disons que bon, les personnes sont peut-être un peu moins motivées, il y a une routine qui s'est installée et le neuf, entre guillemets, a toujours un attrait tout particulier. Alors on essaie parfois d'insuffler simplement un vent de fraîcheur lorsque l'activité le nécessite. Mmh, très bien, très bien, très bien, très bien. Personnellement, encore une fois, je ne Mm. voudrais pas mettre un jugement de valeur sur les cultures euh, avant ou après la transformation. Parce qu'on peut très bien avoir au contraire une entreprise qui a été fondée il y a des décennies, qui a grandi dans une approche, dans une philosophie de gagnant-gagnant avec les clients, de nous sommes une famille qui inclut nos clients. D'accord. Et des fois, lors de la transmission de témoins, ben, la nouvelle génération va tout casser, va dire non, on peut démultiplier nos profits, etc. Donc la culture et en faisant cela peut casser la machine. Donc je ne dis pas nécessairement que la culture d'avant est moins bonne que celle d'après. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il faut commencer par la stratégie business de l'entreprise, donc avoir une stratégie qui fait du sens, et derrière, il y a des valeurs, il y a une culture Oui, qui sont plus propices pour la porter. Et des fois, effectivement, lors de la non pas lors de la transmission de témoins, mais lors de la préparation de mm, transmission de témoins, nous oui, voyons aussi certains directeurs généraux qui font appel justement au cabinet de conseil, etc., pour dire, écoute, jusqu'à présent, ça a été géré d'une façon bonhomme, je veux que vous m'aidiez à cristalliser les éléments de culture que nous avons aujourd'hui. Je ne veux pas la changer, je veux juste votre aide pour mieux la définir, comme ça, quand on va transmettre à la génération d'après, en fait, ce sera écrit, ce sera défini, on aura un ensemble de procédures, les pratiques seront documentées, les valeurs seront déclarées, etc. Donc voilà. Donc cela résume quelque part les cas de oui, figure les que nous différents avons vus, motifs. voilà, Oui. de Mais quand on changement. parle de personnalité, il y a des extravertis et des introvertis. Il y a des personnes, entre guillemets, qui ont besoin de la reconnaissance et d'autres personnes qui aiment bien travailler dans leur coin. Il y a dans le chapitre, effectivement, qu'on a consacré un peu au diagnostic, bon, ceux qui ont vu beaucoup d'entreprises, qui ont pu avoir beaucoup d'expérience ici ou là et qui ont, en tant que consultants, pu aguerrir leur regard, des diagnostics sur peut-être des modèles récurrents qu'on observe. On va y venir après la respiration musicale. Et bien entendu, toujours, nous restons ouverts à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec
Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invitée Sofiane Raji. Nous nous intéressons à l'identité des entreprises, la culture d'entreprise, comment la transformer. Et nous parlions pendant cette respiration musicale d'exemples, parce que c'est souvent par l'exemple que les choses s'illustrent en la matière. Et dans l'entreprise, des fois, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, de mauvaises également, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises parce que certaines personnes ont un impact parfois XXL. Souvent, il y a des postes de direction, l'entrepreneur lui-même, les ressources humaines également. Oui. Sophie Nalagy. En fait, vis-à-vis des employés, il y a plusieurs postes qui vont refléter Oui, parce que tous les l'image postes n'ont pas d'entreprise. nécessairement le même impact Exactement. sur l'ambiance et la culture Voilà. d'entreprise Certains postes, telle voilà, qu'on l'observe. certains postes vont soit influer directement sur l'employé, notamment par exemple les postes de direction générale ou direction de département, etc., vont influencer sur les procédures, la façon de travailler en interne, donc les DRH. Des fois, on va avoir également des postes qui vont influer sur la culture de l'entreprise, sur le vécu quotidien de l'entreprise, puisqu'on a dit tout à l'heure que la culture se lisait également sur la réalité du terrain. D'accord. Donc les interactions réelles au quotidien. Par exemple, nous allons avoir un poste qui est le poste des services généraux. D'accord. Donc la personne qui, au sein de l'entreprise, va s'occuper de la cantine, va s'occuper des ascenseurs, du nettoyage, de la sécurité. On va avoir le poste informatique qui va être un poste de service aux employés. Et tous ces postes-là, la façon avec laquelle ils se comportent avec les employés, en fait, ne les engage pas que eux. En fait, à chaque interaction qu'ils vont avoir avec les employés, l'employé va se dire « Oula, je suis dans une entreprise qui… » D'accord, c'est l'image complète de l'entreprise. Oui. Et je vais citer une anecdote qui m'avait profondément marqué. Dans une entreprise… j'avais observé à l'époque, il y a un moment où l'entreprise a dit « Attends, nous avons les employés ne ramènent pas tous leur badge. Ils viennent le matin, ils prennent un badge temporaire qu'ils oublient de ramener. » Et du coup, on a eu la super idée de mettre en place le fait que quand un employé vient, s'il veut un badge temporaire, il doit laisser sa carte nationale. Comme ça, on est sûr que derrière, c'est un système de consigne. Il s'avère qu'une fois, un employé était en congé paternité. Il avait littéralement été à la clinique où son fils était Pour né. les hommes, c'est 3 jours. Non, c'était avant le congé. Donc c'était vraiment la journée même de la naissance de son fils. Et ses responsables ont eu besoin, urgent, qu'il vienne pour une information rapide, pour une action rapide. Donc vraiment histoire de 5 minutes. Donc l'employé se déplace, il revient au siège, et bien sûr, comme il était out, il revient, et il n'a pas de badge, il ne travaillait pas, il est venu, et puis le gars à la sécurité, c'est la sécurité à la porte, lui dit « Ta carte nationale, tu veux un badge, tu veux rentrer, un badge, donne ta carte nationale. » Quoi ? Mais tu sais pas qui je suis. Mais je suis un employé. Mais je viens. J'ai laissé mon fils. J'ai laissé mon nouveau-né pour venir. Mais ça on peut l'observer. Parfois, l'attachement, parfois irraisonné aux procédures. Oui. Et c'est des tempéraments. Voilà. Il y a des tempéraments qui veulent être conformes. Oui, et ce que je veux dire par cette anecdote, indépendamment de la culture d'entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que cette anecdote, mais c'est pas cette anecdote va influencer la culture. Qu'est-ce que cet employé pense maintenant de son employeur, quelle histoire est-ce qu'il raconte aux autres, qu'est-ce que tout le monde se dit. Mais c'est l'absurdité. C'est l'absurdité quand tu la vis. Et donc c'est pour ça que je dis des fois que l'entreprise a du mal à diagnostiquer ses propres l'impact de ces procédures sur ce que les gens vivent, et que nous avons au sein de l'entreprise, donc on a l'ombre du leader, mais c'est pas uniquement l'ombre du PDG, c'est également l'ombre de toutes les personnes qu'on va mettre dans des postes qui vont être au service des employés. Tout cela, messieurs, dames, qui avaient des postes de responsabilité dans vos entreprises, c'est des personnes, c'est des sélections de personnes qui vont influer sur le vécu de vos employés. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Mais pour, disons, relever ces éléments-là, qui parfois sont symboliques, mais qui sont chargés de sens, au final, pour les raconter, il faut se sentir en confiance. Magnifique. Il faut se sentir en confiance, au final. Et parfois, quand on vient de l'extérieur, il faut établir cette relation de
de confiance et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident lorsqu'il y a une méfiance qui s'est installée. Excellent. Alors la confiance, c'est aussi vis-à-vis des collègues parce que Donc nous quand ils sont à parlerons de l'heure, tout ça juste après bien entendu, la puisqu'il pause nous info. reste encore une heure d'émission, nous reprenons notre thématique, bien entendu, après le flash d'information et la respiration musicale. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin avec Sophie Nalagi, qui est expert en excellence organisationnelle, et nous parlons de la culture d'entreprise. Alors, c'est vrai que des fois, lorsqu'il y a un nouveau recrutement à des postes qu'on qualifie parfois de postes clés, par exemple un directeur général, par exemple un directeur des ressources humaines, on passe de l'ombre à la lumière, ou de la lumière à l'ombre, Sophie Nalagi. Exactement. Donc Oui, la culture est influencée par l'ombre du leader, l'ombre du dirigeant. Et le dirigeant, au sens simple, disons 80%, bien sûr, de l'influence va venir de la personne qui est au sommet de la pyramide, mais le reste des 20% dans cette ombre va être partagé entre toutes les personnes qui ont une certaine autorité sur les employés, donc le COMEX, les directeurs de département, etc. Et également toutes les personnes qui donnent des services aux employés et qui sont perçus du coup par ceux-ci comme représentants de l'entreprise. oui, et Quand, certains qui ont ces responsabilités sont perçus comme étant des bienfaiteurs, entre guillemets, ou parfois comme étant, entre guillemets, plutôt mus par l'inquiétude, par la volonté de ne pas heurter, par l'inquiétude d'être jugé, mal jugé dans l'entreprise, Sophie Analogie. Oui, oui, en résumé, oui, je pense qu'en résumé, messieurs, dames, qui voulaient avoir une culture propice à la performance au sein de vos entreprises, commencez par cela. Commencez par regarder cette ombre, regarder l'image projetée ou l'ombre projetée par les personnes oui. qui vont être dans des postes qui influent la culture interne, qui influent justement les valeurs réelles et les interactions au quotidien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va faire attention à tout ce qui est, on parlait tout à l'heure d'artefacts. Les artefacts étant tout ce que l'être humain met en place. Donc là, toutes les interventions, et là principalement, ça va être du ressort à 80% de la direction de ressources humaines, l'organisation des bureaux, les procédures, les différentes Oui. responsabilités, Il faut les veiller à ce règles. que les uns et les autres ne soient pas au piqué, parce que c'est vrai que la disposition des bureaux, c'est une symbolique dans l'entreprise. C'est une grande symbolique. Ah oui. Il y a plein de status symbols au sein de l'entreprise. Un truc aussi bête que quel téléphone est-ce qu'on donne aux employés si jamais nous donnons des téléphones de travail? Est-ce qu'on donne à tous le même? Est-ce que quand nos employés rencontrent des clients, des fournisseurs et que chacun pose son téléphone sur la table, encore une fois, donc il y a des artefacts qui vont influencer le discours, Oui. qu'il soit conscient ou inconscient, d'accord, au sein de l'entreprise. Là, Et nous évoquions avant la respiration musicale, Sophie Nalagi, la nécessité d'établir la la confiance pour confiance, recueillir les discours, pour recueillir les ressentis, parce que excellent. il ne veut pas de soi que de se confier, que de raconter, que de s'ouvrir, entre guillemets, pour dire la réalité vécue sur le terrain, parce que tous les environnements dans l'entreprise ne cultivent pas nécessairement cette écoute active où parfois on ne se sent pas nécessairement en confiance, et Excellent. surtout si effectivement on est un intervenant externe. Sophie Excellent. Nalger. En fait, là, il y a des avantages et des inconvénients à faire que l'intervention de transformation culturelle soit menée par des personnes internes ou externes. Chacune des deux configurations a ses avantages et ses inconvénients. Le combo gagnant, c'est les deux. C'est un partenariat entre une équipe interne et une équipe externe parce que chacune va avoir ses forces et ses faiblesses, soit lors du diagnostic, soit lors de la recommandation, du plan de recommandation, etc. Et dans des, quand cette transformation, quand la transformation nécessaire est lourde, en fait, nous n'allons pas tout chambouler d'un coup. Des fois, on va s'y prendre d'une façon spirale hélicoïdale. C'est-à-dire qu'on va commencer par
établir un petit changement. Oui, Un petit changement qui va dénoter de notre volonté. Comme je disais, sa transformation, elle est vraiment nécessaire, elle est profonde et que la situation est mal aujourd'hui, il y a des tensions en interne, où les employés ne font pas confiance à la direction et qu'on veut absolument changer tout cela, eh ben, la confiance devra se mériter et le plus simple, le plus pratique, c'est de commencer par des petits changements qui sont des quick wins oui. qui vont... Par exemple. Par exemple, on va commencer déjà par ce qu'on influe le plus. On va identifier quels sont les points Friction? les points de friction, là où le bas blesse. Mm. D'accord? Et en fait, on va choisir un élément de dissatisfaction, d'insatisfaction majeure des employés. Et on va travailler dessus. D'accord? Donc, la science de la satisfaction, n'importe qui, satisfaction employé, satisfaction utilisateur, satisfaction consommateur, en fait, elle identifie en fait, 3 niveaux de satisfaction. En bas, il y a l'insatisfaction, autrement dit, vos attentes ne sont pas remplies. Le deuxième niveau, c'est un niveau neutre, on est satisfait, on est OK. Et puis le troisième, c'est un niveau où on va commencer à recevoir des surprises. On est surpris positivement par ce qu'on reçoit. Donc, dans une entreprise où il y a beaucoup d'éléments d'insatisfaction, ce qui va avoir le plus grand retour sur investissement, sur effort de la part de vue de la direction, c'est d'agir sur les éléments d'insatisfaction. D'accord? Donc, si par exemple, j'ai n'importe quoi, je ne dis pas que c'est le chantier le plus simple, mais je le donne comme exemple. Si les employés sont démotivés parce que les critères de promotion sont pas clairs, ils ne comprennent pas pourquoi lors de la dernière promotion, c'est un tel plutôt qu'un tel qui a été promu. Généralement, quand c'est pas soi-même, on est. Non, pas nécessairement. Je le sais bien. Pas nécessairement. Quand les règles ne sont c'est à grands traits. Oui. Donc, comme je disais, ce n'est pas nécessairement le chantier le plus simple, mais je le donne juste comme illustration. Donc là, l'intervention de la direction pourrait être, OK, on va se mettre ensemble pour transformer tout ce qui a trait à la prise de décision de promotion, en commençant par publier les critères de promotion, publier comment le processus de prise de décision, qui recommande, qui décide, qui influence, d'accord? Et quels sont les timings? Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une promotion au bout de 2 ans, ou au bout de 7 ans, ou au bout de... Est-ce qu'il y a une fenêtre? Ou jamais. Ou jamais, il y a des personnes, effectivement, qui vont être à leur... Donc, ce que je disais, c'est... le plan d'intervention va dépendre du premier diagnostic. Oui, sur l'élément majeur d'insatisfaction. Le diagnostic réel et complet ne viendra, et c'est pas que tu as mis le doigt dessus, ne viendra que quand les employés se sentiront assez en confiance pour vraiment donner leur vrai vécu, leur vrai ressenti, etc. Parce que spontanément, on peut ne pas être de prime abord crédule. C'est-à-dire, on attend de voir avant de juger. Et si effectivement il n'y a pas d'éléments probants, c'est difficile. Mais je comprends aussi pourquoi beaucoup même de transformations sur la culture d'entreprise échouent, parce que quelque part on dit il y a des actions qui vont incarner le changement qu'on veut mener, mais pour autant il y a ce proverbe qui dit le naturel revient très vite au galop. Et ce naturel, revenons au fameux maraîcher tout à l'heure, les fameux marchands de tout à l'heure. Imaginez que le deuxième marchand, aussi vous n'appréciez pas tellement, d'accord, d'aller. Imaginez que lui se dise attends, je perds en part de marché, l'autre à côté... Qu'est-ce qu'il est de plus que moi? Voilà, imaginez qu'il ait l'ouverture d'esprit de vouloir changer, d'être ouvert, etc. Et puis, il va voir l'autre, il parle au client, etc. Et il a l'information. L'action, s'il veut vraiment changer, et d'une façon pérenne, c'est pas juste en copiant, d'accord, la couleur du crépi au sein dans le magasin de l'autre, ou la façon dont son concurrent a de dire bonjour au client. D'accord, ce n'est pas que ça. Ou même s'il essaie de le faire et s'arrêter à ce niveau-là de l'iceberg, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que, encore une fois, dans les moments de stress, d'accord, le naturel va revenir. Le moment où, par exemple, vous allez dire, vous sortez de chez lui, vous rentrez, monsieur, vous êtes trempé, flamonné. D'accord, là, on va voir son vrai fond. Donc, une situation de stress, d'accord, donc tout simplifié. Et du coup,
Et donc là, vous allez voir son vrai fond. Et donc, ces sourires, quand vous êtes entré, etc., quand vous allez lui dire, écoute, tu m'as pas donné, il y a une pièce de dirham qui manque, et qu'il te dit non, d'accord, donc je suis sûr, et puis toi tu es un menteur, là tu vas voir son vrai fond, et puis la stratégie, le changement culturel de personnalité qu'il a essayé d'opérer d'une façon juste, en agissant juste sur ce qui est visible de l'iceberg, ne va pas tenir à moyen terme. Et donc pareil au niveau de l'entreprise, Oui. quand, quand il y a une dissonance entre les valeurs déclarées et la réalité du quotidien, soit le quotidien, les interactions de tous les jours ou les réactions lors des moments de vérité, Oui, et et bien parfois là, ça va on peut avoir la démotiver les meilleure employés. volonté du monde, et puis ce fameux naturel, parfois revient au galop négativement, Sophie Nalagi. C'est-à-dire, on peut, en vue d'améliorer la performance de l'entreprise, vouloir, entre guillemets, motiver les uns et les autres. Et pour autant, lorsqu'on va essayer d'instaurer ces changements à travers des actions concrètes, eh bien, il y aura toujours parfois, et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres sont quelquefois dubitatifs, il y aura ce naturel qui reviendra d'une manière ou d'une autre, Sophie Nalagi. Oui, et c'est pour ça qu'il faut, notamment quand la transformation culturelle est importante et quelque chose qui est très important pour votre entreprise, c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner, d'avoir un plan professionnel. D'accord? Et sinon, on va agir juste sur les symptômes et non pas sur les causes profondes. On va agir sur un aspect de la culture d'entreprise et on va négliger les 30 autres qui le supportent au quotidien. On va, pardon, on va prendre des grandes déclarations au niveau du COMEX, on va oublier les managers de proximité. C'est eux qui, au quotidien, vont faire vivre cette culture. D'accord? Donc, si la transformation est importante, menez-la d'une façon professionnelle, considérez-la comme aussi importante, voire des fois plus importante que votre stratégie business. D'accord? Donc, il y a des dictons qui disent que la culture, euh, bah, la culture est plus importante que la stratégie, ou culture eats strategy for breakfast. D'accord? Dans le sens où Ah vous oui, pouvez avoir la meilleure stratégie, la culture que vous avez en place peut tout détruire. Donc, si cette transformation culturelle est importante pour vous, au niveau de votre entreprise, au niveau de votre département, au niveau de votre équipe, faites-vous accompagner de professionnels, mm, faites appel à vos ressources humaines. Et si vous-même vous êtes dans les ressources humaines, oui. faites appel Et à plus on avance dans le des sujet, plus professionnels. j'ai l'impression qu'il s'agit parfois de faire une thérapie de groupe, parce Mais un que... changement de Oui, personnalité, c'est pour ça que j'adore ce parallèle. C'est extrêmement difficile. Et pour qu'il y ait un vrai changement de personnalité, il faut qu'on agisse aussi sur les croyances profondes. oui. Ce n'est pas juste sur les rituels de tous les jours. Et Ce n'est peut-être pas mettre juste sur ce qu'on l'accent déclare. sur peut-être le recrutement, parce que c'est Aussi, peut-être même le point de départ le plus important, parce que l'état d'esprit des uns et des autres, on peut l'observer avec minutie lors de ces échanges-là. Alors, ce qui est important aussi pour notre émission, c'est la respiration musicale. Elle est agissante respirons, respirons. sur les mœurs. On va en profiter à l'instant et on se retrouve pour la suite de l'émission. Et nous sommes avec Sophie Nalagi, qui est expert en excellence organisationnelle. Nous parlons des transformations de la culture d'entreprise, Oui, qui est, nous disiez-vous, la personnalité du collectif auquel on appartient. exactement. Alors, oui, La bonne nouvelle, comme une théoricienne, Marie George, nous dit, c'est que la culture n'est pas statique, heureusement. D'accord? Et elle se modèle dans les interactions entre les trois niveaux qu'on avait mentionnés tout à l'heure. D'accord? Les niveaux de ce que l'on dit, ce que l'on voit, ce que l'on croit, d'accord, profondément. Et du coup, donc, je veux envoyer cette lueur d'espoir, donc, pour nos dirigeants, nos responsables qui veulent insuffler une nouvelle empreinte, une nouvelle identité, une nouvelle culture au sein de leur entreprise, au sein de leur groupe. C'est faisable. euh, Ça se fait à partir du moment que le plan de transformation est pris au sérieux, à partir du moment qu'on est également conscient du risque qu'on prend, parce que tout changement a il y a le revers de la médaille, comporte également un risque. Des fois, par exemple, dans une entreprise où la confiance ne règne pas, le jour où soudain les DRH commencent à interviewer les gens pour dire alors comment tu te sens, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, etc. ben, la personne
ça peut au contraire faire monter les gens au créneau. On a déjà vu des personnes qui vont directement aller voir leur délégué du personnel, leur dire écoutez, je Oui. ne sais pas ce qui Il y a parfois un se climat de trame. paranoïa qu'on peut observer. Et Oui, quand encore c'est une fois, quand on parle de culture de l'entreprise, Voilà. donc des fois, cette atmosphère, ben, elle est la plupart du temps méritée. Méritée grâce à tout enfin, grâce ou à cause de tout ce vécu, Hmm. d'accord, de l'entreprise. Alors, quels sont les éléments, entre guillemets, qui enveniment une situation sur cet aspect-là? Alors, qu'est-ce qui, dans les comportements, est le plus problématique lorsqu'on a pu discuter, faire à de nombreuses reprises des diagnostics dans des entreprises qui ont entrepris oui, de lancer un changement ou d'envisager un changement dans la culture d'entreprise? Quels sont les éléments récurrents qui indisposent et qui parfois rendent extrêmement difficile cette mission-là, Soufiane C'est Alhaji? la décorrélation entre les déclarations et le vécu. Toujours. Point. C'est le point le plus important. Autrement dit, des employés avec qui on joue franc jeu. On dit, écoute, ici, je ne sais pas, c'est un groupe où on travaille au bonus, où c'est le chiffre qui importe, où tu vas être jugé selon le volume que tu rapportes. D'accord? Si tu fais tant, tu passes Oui. supérieur. Si tu fais Donc, en dessous de tant, ce que tu j'entends, es viré. c'est à contrario l'exemple. C'est-à-dire, quand il y a de la clarté, on se sent mieux. Oui, Quand il y parce qu'on a... l'accepte. Oui, D'accord? mais Parce quand qu'on il y a... l'accepte. Oui. Donc, ce n'est pas tellement comment on va gérer ou comment on va gérer ces employés qui va avoir l'impact sur l'ambiance en interne, l'ambiance négative, malsaine, que la dissonance entre ce que nous déclarons, d'accord, et comment on va traiter les employés. D'accord? Donc, souvenez-vous du film du Loup de Wall Street. Ah. D'accord? Eh ben, on a une entreprise, ben, ils sont heureux. Ben, ils ont choisi, Oui, choisi le contrat et ils Oui, mais le c'est un leur. certain type ça de tient. profil bien particulier. C'est pour ça que je prends, Quand on je fait du caricature. trading, oui. Oui, je caricature, mais pour moi, c'est un Les loups. environnement. Oui. C'est des loups, c'est un environnement Mais les loups fonctionnent en meute. qu'on pourrait juger malsain. Mais si on prend chacun de ces employés à un, Oui, c'est conforme à leur... c'est conforme au contrat qui leur a Oui, été mais c'est passé au conforme début à leur nature, et à leurs attentes. à leurs attentes À et à leurs leur attentes. nature. Oui. Des fois, on s'adapte aussi par rapport à. Mm. Par contre, quand on est dans une entreprise où on dit ah, on est une famille, d'accord, on se serre les coudes, les intérêts de l'employé sont aussi importants C'est que la le profit de dissonance, oui. l'entreprise, et puis que derrière, le jour où il y a le moment un Ouais, moment une de choix, difficulté, il une y a difficulté, les salaires qui ne sont pas versés, par exemple. par exemple, Oui. où on va pas donc là où il y a un moment important pour l'employé et puis on ne va pas le respecter, Mm. eh ben dans ce cas, souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la satisfaction. L'insatisfaction, la satisfaction et puis l'élément de surprise va toujours être par rapport aux attentes. Oui. Donc si tu rentres, si tu vas dans un type de business où tu t'attends de façon à que ce soit pas particulièrement humain, et puis le caissier ne te regarde même pas, c'est normal. Oui, mais bien entendu. Puis, à mesure qu'on a des attentes fortes, à mesure on peut Exactement. être Donc voilà, donc déçu c'était la réponse par le rapide, contraste. Oui. à ta question, Ah bah, puisque c'était- on oui. prépare Oui, également les exactement, la rapidité était nécessaire parce qu'il est 11h30 et Karim Brunet se joint à nous. On reprendra la suite de notre émission après le flash et la respiration musicale. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec Soufiane Alhaji qui est expert en excellence organisationnelle. Alors quand on s'y intéresse, on peut très facilement aborder l'aspect action concrète qu'on envisage pour effectivement mener à bien cette transformation sur la culture d'entreprise. Alors, Très bien. quand on décide, entre guillemets, de changer d'identité, on peut faire face à un certain nombre d'obstacles. De ce point de vue, il faut savoir avoir la patte humaine pour tout simplement enjamber, ou plutôt passer outre les difficultés qui... Choisir le bon mode Oui. d'intervention, Oui. le bon périmètre. Donc en fait, le postulat de départ, c'est que chaque Oui. entreprise, qu'elle le veuille ou non, a sa culture, de la même façon que chaque être humain, qu'il le veuille ou non, a sa personnalité. Mais justement, quand Et on parle cette de personnalité Soufiane Alhaji, il y a pas mal de... Je dirais pas des tests de personnalité, mais entre guillemets, des éléments qui nous renseignent sur l'identité, ce qui compte pour Oui, les j'y arrive, employés. j'y arrive, Oui. j'y arrive. À comment Alors, pour changer je mettais l'entreprise. juste comme un postulat pour les personnes qui nous Mhm. rejoignent. D'accord? Mhm. Donc l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, a une culture. Oui. Cette culture va être
un frein ou un accélérateur à l'atteinte de ces résultats, donc va influer sur sa performance. Quand la culture est maîtrisée et consistante, elle va donner du sens au travail, elle va permettre aux employés de s'identifier et d'être fiers d'appartenir à l'entreprise, Oui, mais quand en plus j'entends... d'être performants. Et quand elle Oui. sera inconsistante et pas maîtrisée, elle va aboutir à une démotivation d'employés Non, mais ça, et une performance qui baisse. Donc ça, c'est la base. Oui. Maintenant, comment on va s'y prendre? Oui. Ça, la question, c'est bonne. Mhm. Donc là, tout d'abord, on va devoir décider du modèle de transformation Mm. et du périmètre de cette transformation. Oui, parce que je ne connais pas d'entreprise qui a dans les valeurs affichées de mauvaises intentions. On veut tous, toutes les entreprises veulent bien faire. La difficulté, c'est simplement que des fois, entre l'image qu'on souhaite avoir de soi-même et la réalité de ce qu'on vit, il y a parfois un décalage et parfois le sentiment d'impuissance sur ces éléments-là, puisque de la même manière qu'il est difficile d'envisager un changement de personnalité ou plus de, disons, de recul par rapport à ses défauts. Alors, tout à l'heure, Sophie Nalgi, tu évoquais des situations de stress. Et c'est à ce moment-là que c'est un On va voir le révélateur. vrai ADN de Voilà. l'entreprise. Et la situation de stress, elle découle nécessairement d'un sentiment de danger ou d'un sentiment de pression. Pression, Alors, plus pression. Voilà, Le fait de devoir pression, prendre des décisions rapides. oui, mais quand on se sent en danger, c'est-à-dire quand on se sent jugé ou parfois mal évalué, ou quand on a la crainte, entre guillemets, que le couperet nous tombe dessus, on va naturellement être plus tendu au travail. Oui, Et, oui. Et après, par sur la contre, façon qu'on deux a de personnes. réagir, par exemple, face aux situations de stress, il y en a qui vont déverser leurs Le angoisses, Mhm. leurs inquiétudes. Bon, parfois c'est la colère, parfois c'est l'excès de contrôle. Il y a différents types de réactions sur lesquelles nous ne sommes pas nécessairement les mieux outillés pour agir dessus. Parce que c'est quelque chose de réactionnel et non Mais pas de voilà, conscientisé. mais comme la lueur des sports que j'ai mentionné tout à l'heure, Oui. c'est actionnable, c'est changeable avec de la même façon, quand on parle de quelqu'un qui veut changer sa personnalité, ben, il aura besoin de faire appel à des professionnels, à des thérapeutes, qui vont l'accompagner dans ce changement. De la même façon, dans l'entreprise, un changement profond nécessitera également de se faire accompagner pour que ce changement soit vrai, profond et pérenne, et qu'il agisse sur tous les trois niveaux, sur les trois niveaux du fameux iceberg qu'on a mentionné tout à l'heure. Mhm. Là, quand quelqu'un est sous pression, pour revenir à la partie personnalité, Oui. ben en fait, l'un va victimiser, l'autre va se dire, OK, quelle action je peux prendre? Oui, tout Donc, le monde ne se remet pas facilement en question. Là, c'est pas se remettre en question. Ce que je veux dire, c'est que nos croyances profondes Mhm. vont influencer sur la réaction face au stress. Absolument. Si on D'accord? croit que rien ne change et que les gens sont ce qu'ils sont à un moment donné et ce qu'ils vont continuer à être, c'est certain qu'il est difficile d'envisager le changement sous cette perspective. Voilà. Donc maintenant, Mm. donc revenons à l'entreprise. Mhm. Donc une entreprise qui veut changer, donc qui a fait le choix, qui a eu assez de signaux forts qu'elle a besoin d'une nouvelle impulsion, de transformation de sa culture. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Première chose, elle va choisir le mode adéquat de transformation. Mhm. Par exemple, dans un mode ou dans une entreprise où il y a énormément de friction, Mhm. où il y a de la méfiance. Oui, des fois on ne sait pas comment les choses sont envenimées, mais des fois... Même si c'est le cas. oui, hein. Si c'est le cas, Si et c'est le puis cas. qu'on veut changer, Mm. au début, on va prendre une action. Donc déjà, le périmètre de l'action ne va pas être énorme, Mhm. d'accord, parce que pour tout changement complet de la culture de l'entreprise, on a besoin de l'implication de 100% des employés. D'accord? Donc ça, c'est nécessaire. Mais si eux ne sont pas prêts à rentrer dans cette optique, du coup, on va être forcé naturellement de prendre un périmètre qui est beaucoup plus Plus petit. restreint. Donc ça, c'est Oui. le premier choix. Deuxième chose, on va choisir, et c'est ta question de tout à l'heure, on va choisir un premier périmètre où on n'est pas nécessairement besoin d'impliquer les employés. Mhm. Autrement dit, où on va choisir un changement qu'on peut influer directement depuis la direction.
D'accord? Là, C'est-à-dire. par exemple, n'importe quoi, on pourrait décider d'une augmentation des échelles de compensation. D'accord? Ben ça, c'est un changement fort qui peut être décidé au niveau de la direction. Donc, une augmentation générale des salaires d'un certain pourcentage et pour lequel on ne va pas avoir besoin de Oui. leur demander, Là, c'est pour etc. montrer Par la bonne contre, intention. voilà, Oui. encore une fois, je Oui. caricature encore une fois, Oui. il y a d'autres changements qui peuvent être non pécuniaires. D'accord? Mais juste pour citer, donc on va choisir en termes de mode et de philosophie du changement, on va commencer par, comme on dirait en arabe, idhar husn nawaya. Mm. D'accord? Et pour idhar husn nawaya, on va choisir quelque chose, un changement, une insatisfaction que nous Mm. connaissons, que Oui. les employés vivent et sur laquelle on va travailler en centrale et on va venir avec la bonne nouvelle. Mais en venant avec la bonne nouvelle, on va également il faut communiquer. On va communiquer pourquoi est-ce qu'on le fait. Et dans cette communication, on va commencer à insérer les nouvelles valeurs. D'accord? Donc, si une des valeurs, c'est, par exemple, l'intérêt des employés est important, d'accord? En fait, on va agir sur un élément d'insatisfaction enfin, qui peinait les employés avant. Et quand on va le communiquer, on va dire, écoutez, on a fait le choix de faire ce changement, non pas parce que ça va nous apporter plus de profit, mais parce qu'on vous a écouté, on vous a vu, on a été empathique et on a senti, on vous a entendu comme quoi c'était un élément pénible pour vous. Et puis voilà, on s'engage à le mettre en place et on le fait pour vous, pour véhiculer la valeur 1, 2 et 3. Et donc, ça, c'est le premier mode, ce que j'appellerais le top-down. Okay, et particulièrement idéal pour des structures où la méfiance existe ou bien où il y a de fortes frictions. Mm. Et ça peut être un bon point de départ pour les deux autres modes. Le deuxième mode, c'est une intervention où on va impliquer les employés, mais qui va être orientée résultat. Là, on va prendre peut-être un processus de l'entreprise, un processus qui a une influence sur la culture, sur le vécu, et on va impliquer des représentants de chaque groupe des employés pour qu'ensemble, on arrive à reconfigurer, à redesigner ce processus de façon à ce qu'il soit porteur des valeurs qu'on veut. Je reviens à l'exemple tout à l'heure de l'approbation de la dépense de 100 dirhams qui doit passer par 4 niveaux d'approbation. D'accord? Oui. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, c'est un périmètre gentil, qu'on peut gérer. On va rassembler. C'est pas juste ça, c'est un processus. Donc, on doit avoir l'input de toutes les personnes qui contribuent, au moins de représentants de toutes les personnes qui y contribuent. On ne va pas faire juste un changement de processus depuis la direction. Et donc, on va les impliquer, on va les inviter, on va dire voilà ce que nous avons entendu, ce que nous percevons. Vous souffrez à cause de ça. Une des valeurs de cette entreprise que nous voulons véhiculer, c'est la confiance, c'est la rapidité, c'est l'agilité. Or, nous avons identifié ce processus comme étant contraire, Et donc, nous sommes engagés et notre directeur général nous a donné carte blanche. Ce qui va sortir de ce groupe, va être implémenté et on aura son support pour le faire. Et donc, encore une fois, là, c'est pas. Encore une fois, on n'est pas encore rentré dans la partie culturelle de ah toi tu fais mal les choses, ah pourquoi toi tu t'es comporté comme ça avec le client, on n'attaque personne, mais on commence petit à petit à impliquer les employés dans la conduite du changement. Et donc on passe les valeurs que nous voulons, on les implique, on les écoute et ce qui va ressortir de ces groupes de travail va être implémenté. Et c'est là où c'est important. Il faut que le COMEX, que la direction générale soit engagée à agir sur le résultat. Et une fois que c'est fait, que c'est implémenté, les employés soudain ils disent attends, mais c'est vrai qu'ils nous ont écoutés. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont dit, ils l'ont appliqué. Ils nous ont dit que ce groupe de travail allait définir la procédure. Eh ben oui, finalement, oui, ils l'ont fait. Maintenant, c'est qu'un seul signataire. Maintenant, les niveaux qui nécessitent plus de signatures, donc le montant est monté, etc., etc. Oui, maintenant, on comprend. Quand ils disent confiance, on a réussi à le mettre dans le... Mm. D'accord? Et donc ça va être la deuxième façon de conduire un changement de culture. Encore une fois, périmètre qu'on peut gérer, cette fois-ci avec une implication des employés. Maintenant, imaginez qu'on ait réussi le premier, celui qui est top-down. On a envoyé des signaux comme quoi on veut que ces valeurs déclarées soient implémentées.
Ensuite, on a choisi des éléments, des processus d'insatisfaction, soit d'insatisfaction des employés ou qui impactent les résultats de l'entreprise, et on a impliqué des employés dans la conduite de ce changement, et puis on l'a implémenté. Là, on commence à gagner en confiance et à mériter, d'accord, la confiance dans le changement. Là, la question, il est possible qu'on ait besoin de répéter, d'itérer ces deux approches plusieurs fois, que ça prenne 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, le temps que le message Oui, passe parce vraiment et que que les des employés... fois, on met du temps à regagner la confiance. Voilà, tout dépend Oui. du point de départ, Mm. d'accord. Maintenant, imaginez que on soit arrivé, donc là par contre, on est arrivé dans une entreprise où c'est bon, il y a un minimum de confiance, que les gens disent ce qu'ils font ce qu'ils disent, incluant la direction. Donc dans une entreprise où la direction s'engage totalement à écouter l'organisation et à agir sur cette prise de son pouls, là, on peut mener des entretiens, on peut mener des questionnaires. Les questionnaires peuvent être anonymes ou pas, les entretiens peuvent être individuels ou des entretiens de groupe. Oui. Et là, on peut mener une lecture de la culture sur le terrain. Donc là, on peut avoir, encore une fois, si les gens en interne ont suffisamment mérité la confiance des collaborateurs, ils sont autosuffisants. Sinon, ils peuvent faire appel à des éléments externes qui peuvent les aider. On va sortir sur le terrain, on va observer, on va faire une lecture. Et là, le périmètre va être plus grand. On va s'intéresser à des éléments qui sont plus comportementaux, d'accord, dans le quotidien. Et on va commencer à faire cette relève. Et de cette relève-là, on va dresser une carte de la culture réelle de l'entreprise. Et cette carte réelle, elle nécessite bien sûr l'implication de tous les employés. Ce que tu disais tout à l'heure, il faut que l'employé, si je lui dis comment ça se passe, qu'il me montre vraiment comment ça se passe. Voilà. S'il y a des éléments d'insatisfaction, qu'il les partage. D'accord. Donc, encore une fois, c'est un cercle, c'est un niveau qu'il faut avoir mérité. Oui, mais sur Et le terrain, comment ces choses-là se pratiquent? Parce que on peut prodiguer des formations, on peut prendre des décisions, mais le processus, lorsqu'on l'a entrepris, pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi précisément? il faut séparer la phase de diagnostic Hmm. de la phase de recommandation et de plan d'action. D'accord. Donc là, je parle principalement de la phase diagnostic. Et il faut s'y intéresser, il faut la valider, il faut que le diagnostic soit bon. D'accord. Et une fois qu'on a le diagnostic, on va voir, OK, voilà la culture désirée, celle que nous voulons et qui supporte notre stratégie business. Maintenant, en face, voilà la culture réelle que nous avons remontée du terrain, que nous avons diagnostiquée, et voilà la carte des différences. De là, donc, de là, le fait de dresser un plan d'action est beaucoup plus facile, d'accord, à partir du moment qu'il va adresser tous les niveaux de l'iceberg. D'accord. Donc la fameuse ombre du leader, les valeurs déclarées, les messages déclarés, les artefacts, d'accord, les procédures, les critères de promotion, les critères de recrutement, Oui, d'accord, et aussi où on va agir sur les messages et les croyances de l'organisation. D'accord, qu'on aura renforcé justement avec les deux approches d'avant, la top-down et celle orientée résultat. Et donc, à partir du moment où ce plan-là est complet, d'accord, riche, on va mettre en place, ça va être un projet, c'est un projet comme un autre, un projet de transformation au niveau de l'entreprise. Et là, on rentre dans des, comme toute gestion de projet au sein de l'entreprise, il y a des risques, il y a des façons de faire, il y a la fameuse pyramide, le modèle de changement en 8 étapes qu'on va devoir... c'est-à-dire, oui. Très bien. Donc en fait, il y a Monsieur Cotter qui a théorisé un modèle en 8 étapes pour la conduite du changement. Et là, on parle de changement majeur. Donc ces 8 étapes se regroupent dans trois phases. La première phase, c'est d'abord, il faut créer un climat du changement. D'accord. Pourquoi est-ce que je veux changer? Et des fois, c'est là où justement le dirigeant doit communiquer. Oui, le dur, c'est de convaincre.
toujours. Exactement. Mhm. Donc là, il faut passer le message sur l'urgence. Il faut former une coalition qui est d'accord pour mener ce changement. Cette coalition pourra intégrer les différents influenceurs, d'accord, au sein de l'entreprise, qui ne sont pas nécessairement les plus gradés. Oui, qui sont les plus écoutés. Et les plus écoutes, exactement. Et on va dresser une vision de comment ça va être quand on aura changé. Donc ça, c'est trois échelles de ce modèle de changement. Là, on n'a encore rien fait. On a juste établi un climat propice au changement. Deuxièmement, Oui. on va mobiliser l'organisation pour conduire ce changement. D'accord? Donc là, on mobilise. On n'a pas encore rien fait. C'est intermilitaire. On va communiquer fortement, on va se donner les moyens d'agir. Donc, est-ce qu'on a besoin de plus de ressources, d'argent, est-ce qu'on a besoin de plus de temps, est-ce qu'on a besoin de décaler certains projets structurants de l'entreprise pour laisser la place à cette transformation culturelle. Et c'est là où on va, donc dans cette mobilisation de l'organisation, fait partie le fait d'avoir réalisé les premières victoires faciles, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait d'avoir réalisé des changements qui prouvent que c'est faisable, que la bonne intention y est, et que oui, la situation après, elle donne envie à ce qu'on fasse plus. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est la deuxième phase de mobilisation de l'organisation. Et la dernière phase, là, c'est l'implémentation, et pas juste l'implémentation, mais la préservation du changement. Et donc là, on va faire en sorte que le naturel qui est défaillant ne puisse pas revenir au galop. Exactement. On a besoin de renforcer le nouveau naturel. Et grâce à cela, mesdames et messieurs, nous obtenons une entreprise avec la culture désirée, qui est également la culture réelle. C'est un parfait mot de conclusion pour notre émission du jour. On va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Mais l'heure est aux actualités. Nous serons présentés dans quelques instants par Kamal Arsal. Bonne journée. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.